Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bon, écoutez, on va démarrer. Donc, merci d'être revenu. Vous n'êtes pas dégoûté par la neurogénèse. Donc, aujourd'hui, j'ai attaqué la neurogénèse pour de bon, donc après l'introduction, sur la question des cellules souches neurales. Et je le ferai d'un point de vue un tout petit peu historique, parce que c'est la question des cellules souches, comme l'orthotipotence prend ses origines, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans le conflit, entre guillemets, le conflit théorique entre les théories de Weissmann ou de De Vries, celle des cellules souches neurales, bien que plus récente, n'est pas non plus dépourvue d'une petite historicité. Donc je partirai d'un article que je ne vais pas décrire, mais qui est un article de Smart et Leblond, qui est un article qui a été publié en 1961. Et dans leur introduction, ces deux auteurs rappellent qu'il est généralement admis que les divisions cellulaires s'arrêtent dans le cerveau passé un certain âge. En général, autour de la naissance, chez le rat. En tout cas, qu'il n'y a plus de division après 20 jours, toujours chez le rat. Et il cite aussi des travaux qui démontrent l'existence des figures mitotiques, c'est-à-dire des figures de mitose, en métaphase en général, dans les cellules de la zone subventriculaire qui borde les ventricules latéraux. J'y reviendrai dans un instant, mais je vais quand même montrer de quoi il s'agit. Ça, c'est une coupe sagittale de cerveau de rat, avec le bulbe olfactif, qui est une région dont on va parler pas mal, mais pas aujourd'hui, plus tard. Et vous avez ici ce qu'on appelle les ventricules latéraux, que vous voyez dans une coupe frontale, qui est un endroit où circule le liquide céphalorachidien. Et le long de ces ventricules, sur la paroi qu'on appelle la zone subventriculaire, parce qu'elle est près des ventricules, il y a des cellules qui sont des cellules précurseurs neurales qui prolifèrent et qui migrent et qui vont aller repeupler une certaine classe de neurones ou renouveler une certaine classe de neurones dans le bulbe olfactif. Dans l'hippocampe, qui est la deuxième région neurogénique aujourd'hui bien établie, dans ce qu'on appelle le gyrus dentelé, dentegyrus, vous avez ici cette zone rouge qui est aussi une zone de prolifération de cellules qui vont aller repeupler le dentegyrus avec des cellules d'un certain type sur lesquelles je reviendrai. Donc, ils ont montré des figures mitotiques dans les régions de la zone subventriculaire, et puis ils en sont restés là. C'est donc une observation qui est relativement ancienne, et sur laquelle ils reviennent au moyen de l'autoradiographie en utilisant la thymidine tricier injectée en sous-cutané. Donc, vous vous rappelez, quand on injecte de la thymidine, ça permet de s'intégrer dans le génome parce que c'est une des 4 bases. Donc, quand une cellule se divise, elle incorpore de la thymidine, et si elle incorpore de la thymidine radioactive, eh bien, on le voit par autoradiographie. Donc, ils l'ont fait chez des souris de 3 grammes, toutes petites souris. 18 grammes, c'est 40 jours, et des vieilles souris de 28 grammes. Dans les deux cas, les animaux sont tués à des périodes variables après l'injection. J'utilise aussi la colchicine. La colchicine, ça bloque la division cellulaire. On peut voir les figures de mitose chez des souris de 18 grammes, donc pour suivre les figures de mitose. Et leur conclusion est en faveur d'une division des principales classes de cellules gliales. Alors, vous savez, dans le cerveau, il y a les neurones et puis il y a les glies. Les neurones, c'est 5% des cellules, les glies, c'est 95%, même si les neurones tiennent beaucoup de place parce qu'ils ont des fibres. Mais ce n'est pas la population principale dans le système nerveux, le neurone. Mais ces divisions ne concernent pas les neurones. Donc, dans cet article, comme dans presque tous les articles dans ce domaine, en tout cas dans les articles premiers, initiaux, la question de distinguer l'incorporation qui accompagne une division cellulaire de celle qui lie une réparation, vous vous rappelez cette diapositive, est une question sous-jacente, que chaque fois qu'on voit de l'incorporation, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a de la division ou parce qu'il y a de la réparation. Et comme vous savez, il y a beaucoup de réparations. Le problème dans cette affaire, c'est que l'autoradiographie n'est pas une technique quantitative,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer sur la base du nombre de grains si on a affaire à une réplication complète de l'ADN avec tout un brin qui devient marqué ou simplement une réparation assez importante qu'on peut le voir déjà chez une souris assez âgée, vous vous rappelez. Donc ça pose un problème chaque fois qu'on fait ce genre de manip de se dire est-ce qu'on a affaire à la réparation, est-ce qu'on a affaire vraiment à la division. Et c'est un élément de discussion permanent, au moins à une époque où l'idée qu'il puisse y avoir de la division de neurones dans le système nerveux n'était pas franchement populaire, si je peux me permettre. Donc, les premiers travaux qui abordent sérieusement cette question de la neurogénèse dans le système nerveux, c'est-à-dire de la fabrication de nouveaux neurones dans le système nerveux, sont les travaux qui viennent qui sont cités par deux chercheurs américains, Altman et Das, et sont des articles qui datent de 1965. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir là, ils ont le sentiment, évidemment, qu'ils entrent sur un terrain miné. Hein, il est communément admis que les neurones dans le système nerveux central, des vertébrés hauts, mammifères en particulier, sont formés pendant l'embryogénèse et que la neurogénèse ne se poursuit pas dans les périodes postnatales. Cette croyance est fondée sur l'absence de neurones avec des figures mitotiques dans le cerveau des oiseaux adultes et des mammifères adultes en général, et dans l'absence de signes de régénération neuronale liés à la prolifération des neurones après des lésions du cerveau ou des traumas. Donc cette conclusion n'a pas été mise en question de façon sérieuse jusqu'à récemment, bien que certains investigateurs ont milité pour ça. Ils vont chercher des articles qui datent de 1897, 1925, 1944, etc. Donc ils s'engagent, quand ils font ça, effectivement sur un terrain qui est un terrain miné, donc une affaire un petit peu difficile. Alors, Altman rappelle que ces figures de marquage ont été, avec de la timiditricie, ont été observées sporadiquement dans le néocortex et de façon consistante dans l'hippocampe. Hein. Donc, je reviendrai sur cette structure de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est là, ce sont les deux régions dans lesquelles il est admis qu'il y ait de la neurogénèse. Ça, c'est l'hippocampe, et c'est une structure qui est évidemment très importante. Nous en parlerons. Et dans l'hippocampe, dans des cellules qui sont les cellules des grains. Voici ici un schéma que j'ai pris chez Raman et Caral. Vous voyez ici l'hippocampe, avec ici ce qu'on appelle le dentate gyrus, qui est une région de l'hippocampe qui reçoit indirectement des afférences du cortex, et ce qui projette aussi indirectement sur le cortex. Et ça, ce sont des cellules qui ne sont pas des cellules des grains, donc des cellules qui ne prolifèrent pas, mais vous avez toute une série de cellules ici qui sont régénérées tout au long de l'existence, et nous discuterons tout à l'heure la raison, enfin ce qu'on sait de ces raisons. Donc dans cet article de 65, qui n'est donc pas un article extrêmement récent, c'est quand même 45 ans, Altman et Das proposent 4 objectifs. Et c'est intéressant parce que vous allez voir, ce sont des objectifs qui sont toujours les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Hein. Le premier, c'est d'obtenir des informations sur le cours longitudinal de la neurogénèse, c'est-à-dire la neurogénèse en fonction de l'âge de l'animal. Comprendre l'influence de petites lésions corticales sur cette neurogénèse. Est-ce que les lésions stimulent la prolifération? Si on a une petite ischémie, un petit vaisseau qui pète, là, est-ce que ça va entraîner une réparation spontanée via une prolifération de cellules neurales? Ensuite, suivre le devenir des cellules, leur migration, leur différenciation, et puis chercher des figures de mitose et de différenciation chez des animaux non injectés, c'est-à-dire chez des animaux tout à fait normaux. Et comme je disais, ce n'est pas un programme de recherche très original, enfin il l'était, mais si vous lisez aujourd'hui les articles que l'on peut sur le domaine, et il y en a une pléthore, vous verrez qu'au fond, on se pose toujours ces questions. Donc les expériences de Altman et Das démontrent clairement, je crois, une incorporation de thymidine dans l'hippocampe. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le dentate gyrus, donc cette région de l'hippocampe dont je vous ai parlé. Et vous voyez qu'ici, vous avez en bordure des cellules noires, qui sont des cellules qui ont incorporé de la thymidine, donc des cellules qui sont des cellules en cours de prolifération. Et vous voyez aussi qu'avec l'âge, là vous avez injecté à 10 jours après la naissance, 20 jours après la naissance, 30 jours après la naissance, 40 jours, et plus vous injectez tard, et moins vous avez de prolifération. Ça veut dire que la neurogénèse, en tout cas la prolifération dans cette région, diminue avec le temps.
sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine très tôt, donc très vite, on est égaux du point de vue de la neurogénèse. Donc 19% des cellules sont marquées chez les ratons de 10 jours, et à 40 jours, c'est 3%, 1% chez l'adulte. Mais 1% chez l'adulte, c'est pas mal, ça veut dire que ça marque quand même un taux de renouvellement qui n'est pas totalement négligeable. Ils remarquent aussi, ces deux auteurs, que pour ce qui est de l'hippocampe, seule la couche granulaire du gyrus dentelé est marquée, et pas les autres régions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se renouvelle, c'est uniquement ce qu'on appelle les neurones des grains, qui sont une sous-catégorie de neurones dans l'hippocampe, pas les neurones pyramidaux en l'occurrence. Et ils sont aussi frappés par le fait que ces cellules sont souvent marquées, mais ne présentent pas de figure de mitose. Alors ça, c'est intéressant parce qu'elles incorporent de la thymidine, mais si on regarde les mitoses, ça veut dire qu'elles ne prolifèrent pas. Ça veut dire quoi, ça, dans leur tête? Ça veut dire que la capture de thymidine s'est faite au niveau de précurseurs qui n'étaient pas différenciés, et que ces précurseurs sont différenciés ultérieurement en cellules des grains. C'est-à-dire que quand ils regardent les cellules des grains, il n'y a pas de mitose, parce que les mitoses ont cessé. Et donc, la prolifération s'est faite de façon antérieure, quand elles étaient à un autre endroit que là où elles sont. Donc ça suppose qu'il y a eu de l'incorporation, qu'il y a eu de la migration, et que la migration est séparée de l'incorporation. C'est-à-dire qu'elles ne se divisent plus quand elles sont arrivées sur place, là où elles doivent aller. Supposons qu'elles sont générées ici. Vous voyez, on voit des figures déjà un peu plus grandes qu'elles peuvent rentrer dans le parenchyme et puis se différencier plus tard. Il s'interroge aussi sur la nature gliale de ces cellules. Et ça, c'est un point important parce que quand on voit des cellules se proliférer in vivo, on se dit, bon, c'est des glies, quoi. Comme les gens méprisent un peu les glies, c'est pas grave. Ils ont tort de mépriser les glies. Hein. On en a parlé la semaine dernière. Donc, ils s'interrogent sur la nature gliale de ces cellules et finalement, ils réfutent ça. Ils disent, non, ce ne sont pas des glies. Et c'est assez intéressant parce que fondamentalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces précurseurs dont je parlais sont en fait des glies. Et ça, c'était un des gros problèmes qu'ont rencontré les gens qui ont travaillé dans ce domaine, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un astrocyte pouvait être une cellule souche. En fait, les cellules souches sont des astrocytes dans le système nerveux. Ça ne veut pas dire que tous les astrocytes soient des cellules souches. Et une dernière observation dont je pense qu'elle est importante, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapositives, dont je pense qu'elle est importante, c'est voilà. Et que ces cellules se maintiennent pendant une durée longue. Alors là, j'avais souligné ça parce que, vous voyez, il y a peu d'informations dans la littérature sur la propriété de ces petites cellules avec des noyaux sombres, probablement parce qu'elles sont considérées comme des cellules gliales. Elles sont souvent décrites comme des astrocytes. Alors, le fait qu'elles soient des astrocytes ne veut pas dire que ce ne soient pas des cellules souches. Donc ça, c'était assez amusant de façon rétrospective, quand on relit la littérature, qu'on vient très loin en arrière comme ça. C'est assez intéressant de voir que ces observations ont été faites de façon extraordinairement fine et extraordinairement intelligente. Ce que vous voyez ici, c'est les cellules qui sont les petites cellules noires, là, qui sont marquées. Vous voyez qu'évidemment, ça, c'est des injections qui ont été faites je crois, à 4 mois. Et puis, on regarde au cours du temps, hein, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, en fait, ces cellules marquées deviennent de plus en plus des cellules différenciées, mais qu'elles ne meurent pas. Et ça suggère que ces cellules s'accumulent avec le temps, c'est-à-dire qu'elles ont une vraie fonction physiologique. Ce n'est pas uniquement des cellules qui naissent et puis qui meurent, qui naissent et puis qui meurent. Bien qu'il y ait des régions dans le système nerveux, vous verrez qu'il y a un turnover comme ça assez rapide. La question de savoir si ces neurones de l'hippocampe, qui sont générés et qui vont aller reformer des synapses dans l'hippocampe, sont des cellules qui sont des cellules transitoires ou des cellules qui sont permanentes, est une question qui n'est pas totalement aujourd'hui résolue, il faut bien le dire. Et donc, c'est une question sur laquelle je reviendrai dans des cours ultérieurs. Donc, dans leur discussion, les auteurs rappellent qu'ils ont observé de la neurogénèse chez le rat au moins jusqu'au 8e mois, hein, et que ce sont des précurseurs qui se divisent et se différencient ultérieurement en cellules des grains. Évidemment, ils sont très prudents. Hein, ils rappellent que l'incorporation peut être le résultat d'une réparation. Ça, c'est la grande crainte, plutôt que d'une division. Mais ils ont quand même utilisé une approche purement morphologique et démontré la présence de figures de mitose et de différenciation au niveau du gyrus dentelé. Donc, c'est ce qu'ils disent dans leur discussion, et que j'ai trouvé aussi assez intéressant,
c'est que ces figures de mitose, ils la voient aussi dans la zone subventriculaire du ventricule latéral. Donc on peut vraiment penser que dès 1965, ces auteurs avaient apporté des données extrêmement convaincantes d'une neurogénèse adulte dans l'hippocampe et dans la zone subventriculaire du rat. Je dis ça parce que vous allez voir qu'il va y avoir un retour en arrière assez violent vers le milieu des années 80. Donc, dans la même année, toujours Altman et Das publient un article dans Nature dans lequel ils regardent de nouveau, alors de nouveau je vous donne cette image ici, ils regardent de nouveau leur hippocampe, ça c'est l'hippocampe, là c'est le dentate gyrus, et ils voient qu'il y a aussi de l'incorporation dans la zone subventriculaire. Elle est là, la zone subventriculaire, ça c'est le ventricule, ça c'est la zone subventriculaire. Pour ceux ici que ça pourrait intéresser, ça c'est le plexus choroïde qui est tout près de l'hippocampe, qui lui est même collé, donc pour les amateurs. Donc, ils reviennent à cette expérience et ils proposent, sur la base de cette forte incorporation dans les cellules de la SVZ, zone subventriculaire, que les précurseurs se prolifèrent ici, et qu'ensuite ils migrent vers le gyrus dentelé. Donc, il y a une migration vers le gyrus dentelé. C'est une erreur totale, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'ils proposent. Et qu'après, ils se différencient en cellules d'aigrin. Donc, vous voyez ici ces cellules qu'on peut voir extrêmement marquées dans le gyrus dentelé. Donc le ventricule, ça c'est la corne d'amont, ça c'est le gyrus dentelé, ça c'est le cortex. Voilà. Donc ils ont tort, puisqu'on sait qu'aujourd'hui qu'il y a deux zones de prolifération, une effectivement dans les ventricules, c'est-à-dire ici, et puis une dans le gyrus dentelé, c'est-à-dire ici. Vous voyez ici en rouge, c'est celle qu'on voit ici en noir en fait. Mais l'idée est vraiment intéressante néanmoins, et quand je vais en parler dans un instant, quand nous parlerons de neurogénèse induite par des lésions, la semaine prochaine. Donc dans ce même article, ils proposent, sur la base de leur observation, que les cellules des ventricules latéraux, la SVZ donc, ces cellules-là, prolifèrent puis migrent vers le bulbe olfactif, et là ils ont raison, effectivement, où ils font des neurones de type neurone d'aigrin. Et ce qu'ils disent, qui m'a aussi vraiment intéressé quand j'ai relu toutes ces vieilles choses, c'est qu'ils ne voient pas d'incorporation dans les cellules mitrales. Alors, vous voyez ici, vous avez les cellules d'aigrin. Ici, vous avez des cellules mitrales qui sont des cellules qui projettent vers le cortex. Là, vous avez d'autres types de cellules périglomérulaires, mais les seules cellules qui sont marquées sont les cellules d'aigrin. Et ça vient du ventricule latéral. Et ensuite, ils ont été regardés dans le cervelet. Ils ont observé de l'incorporation de nouveau dans les cellules d'aigrin, qui sont ces petites cellules vertes, vous voyez ici, mais jamais dans les cellules de Purkinje, ici en rouge, ou très très peu dans d'autres types cellulaires. Et ils en tirent la conclusion, et ils font une spéculation absolument remarquable, que les neurones afférents et efférents, c'est-à-dire les neurones avec des grandes projections, eh bien, sont en nombre fixe, mais que la modulation qu'on dirait aujourd'hui épigénétique, c'est-à-dire la modulation qui permet de s'adapter à l'environnement, eh bien, repose sur un nombre variable d'interneurones. C'est-à-dire qu'en fait, cette prolifération, elle est adaptative, dans la mesure où elle permet d'ajuster, c'est leur idée, le système nerveux à l'environnement en augmentant, en diminuant le nombre d'interneurones, dans un système où les entrées et les sorties sont fixes. Donc, vous savez, le rhéostat, si vous voulez, est au centre, entrée, sortie, mais il y a une espèce de truc au centre qui est en fait les interneurones, dont le nombre, dans leur idée, varierait et régulerait en fonction de l'apprentissage, en fait, en fonction d'une adaptation épigénétique. Vous pouvez voir ici cette conclusion. Dans la même structure où on voit une grande proportion de cellules d'aigrin qui sont marquées à la thymidine, c'est-à-dire qui prolifèrent, les noyaux des cellules d'à côté, des larges neurones qui sont en voisinage, restent typiquement non marqués. Et les grandes cellules mitrales du bulbe olfactif ne sont jamais été marquées, on n'a jamais vu de noyau marqué, pas plus que, etc., les cellules pyramidales de la corne d'amont ou que les cellules de Purkinje du cervelet. Voilà. Alors en général, les neurones à longs axones, avec quelques exceptions, n'incorporent pas la thymidine triciée, et alors que, etc. Donc les axones, les short axones, c'est-à-dire les interneurones,
eux, sont marqués de façon préférentielle. Donc, de ces découvertes, de ces observations, nous pourrions conclure, nous aimerions conclure, hein, qu'il y a une différence radicale d'un point de vue développemental entre les interneurones ou microneurones du système nerveux central et les longs axones. Nous ne spéculerons pas, et alors ils se mettent à spéculer, bien entendu, parce que dès qu'un chercheur dit « je ne vais pas spéculer », vous pouvez être tranquille, quand dans la seconde qui suit, vous balancez ce qu'il pense, mais ils prennent leurs précautions. C'est dangereux de spéculer en biologie, je ne sais pas pourquoi. Donc nous ne spéculerons pas ici sur la signification fonctionnelle de ça, mais nous avons déjà suggéré que les relais efférents macroneurones sont invariants ou sont des composants fixes du système nerveux central, alors que les microneurones qui sont interposés et se développent de façon postnatale, comme l'animal à ce moment-là doit faire face et répondre à son environnement, un environnement extrêmement varié, différent entre les animaux, pourrait être une façon plastique, pourrait être un élément plastique et modulateur de la construction du système nerveux. Donc c'est une idée qui est extraordinairement intéressante, en même temps que quand même on est en 65, et je trouve que c'est une conclusion qui est remarquable, non pas parce qu'elle est juste, elle l'est partiellement, hein, juste, surtout au regard du travail de nos collègues contemporains sur la neurogénèse adulte dans l'hippocampe, mais parce qu'elle attire notre attention aussi sur le rôle de ces interneurones dans des régions où il n'y a pas de neurogénèse adulte, ou très peu, ou dans des circonstances très particulières. Et la première observation est que l'accroissement au cours de l'évolution de la surface corticale, hein, et de l'épaisseur corticale est pour une grande part due aux interneurones. Hein. Vous voyez ici, par exemple, vous partez des amphibiens, vous allez jusqu'aux humains, et vous verrez que l'épaisseur du cortex, qui augmente au cours de l'évolution, et qui est maximale évidemment chez Sapiens, en même temps que la taille du cerveau, la surface du cortex est maximale chez Sapiens, est liée pour l'essentiel à une augmentation de ces interneurones. Donc dans les couches 3 et 4 en particulier du cortex. Donc ça c'est intéressant parce que ce sont des régions en fait, où il n'y a pas de neurogénèse adulte. Hein. Ça nous le savons aujourd'hui, dans le cortex. Encore qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y en a peut-être, et ça c'est une chose sur laquelle il faudra réfléchir. Je vous ferai toute l'histoire de cette controverse, qui est une controverse très forte encore aujourd'hui, hein, entre en particulier Pascal Rakic et Elisabeth Gould, qui sont deux chercheurs dans la force de l'âge, surtout Pascal. Donc chez Sapiens, les couches 4 du cortex sont riches en ces cellules qui ne sont, et en plus ce qui est amusant, c'est que ces cellules ne sont pas nées sur place. Hein. Ce sont des cellules, les neurones pyramidaux naissent sur place dans le neuroépithélium. Vous voyez ici le cerveau embryonnaire, je fais une coupe. Donc ici c'est le cortex, et ces neurones pyramidaux naissent au niveau de la zone ventriculaire et vont migrer le long de glis qu'on appelle des guies radiaires pour aller occuper des positions entre le ventricule et ce qu'on appelle la pia, c'est-à-dire la surface. Mais les interneurones GABAergiques, qui sont des interneurones qui sont en nombre variable au cours de l'évolution, c'est-à-dire qui augmentent au cours de l'évolution, eux, ils ont migré à partir de cette zone-là qu'on appelle les éminences ganglionnaires médianes ou caudales, en fait des éminences ganglionnaires. Et vous voyez qu'ils migrent dans cette direction et qui vont venir maintenant s'intercaler ici dans les couches 3 et 4 du cortex. Ces interneurones sont des interneurones qui sont extrêmement importants parce qu'ils contrôlent en fait les sorties excitatrices des neurones pyramidaux. C'est-à-dire que ce sont des neurones inhibiteurs qui vont aller bloquer, si vous voulez, ou réguler, diminuer en général les sorties excitatrices qui sont liées à l'activité de ces grands neurones pyramidaux qui, eux, sont nés sur place et qui ont migré de façon radiaire et non pas tangentielle pour aller s'incorporer dans les réseaux neuronaux du cortex. Donc, on peut dire que dans certaines régions, il y a de la neurogénèse chez l'adulte, et dans d'autres régions, il n'y a pas de neurogénèse, mais il y a quand même ces neurones-là, mais que la plasticité d'innovation ou l'adaptation repose, quoi qu'il en soit, sur ces petits interneurones GABAergiques qui ont donc une importance extrêmement fondamentale, parce que, évidemment, cette neurogénèse, cette plasticité au cours du développement est aussi peut-être une plasticité chez l'adulte, donc j'y reviendrai. En effet, dans le cortex, ces neurones ne prolifèrent pas, hein, en tout cas pas pour l'instant, parce que
il faut toujours se méfier, les choses peuvent bouger, et c'est leur maturation au cours du développement qui est décisive dans la plasticité corticale et dans la régulation de ce qu'on appelle les périodes critiques d'apprentissage et qui accompagnent l'apprentissage. La plupart d'entre nous, nous pensons qu'on est intelligent jusqu'à une période X et qu'on devient idiot à partir de cette période X. Ce n'est pas du tout le cas. On est idiot jusqu'à une période X, on est intelligent pendant une petite période, on redevient idiot après. Et cette petite période transitoire s'appelle la période critique et elle correspond justement à la maturation de ces interneurones. Donc ça, je reparlerai dans un cours ultérieur. Dans les régions où il y a de la neurogénèse adulte, on a quelque chose, si vous voulez, qui ressemble un peu à une porte revolver. Donc on a un passage de l'information, ça c'est l'hippocampe, où mon interneurone mature, devient inhibiteur, puis soit il se stabilise au niveau de l'hippocampe, soit il meurt, il redescend. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelque chose comme une entrée et une sortie permanente d'information au niveau de cette structure qu'on appelle l'hippocampe. Et puis, vous pouvez avoir une stabilisation de l'information via des projections qui sont hippocampe-cortex, où là, vous allez, si ça vaut le coup de mémoriser ce qui est entré, ne pas le rejeter, pas l'effacer, alors vous pouvez avoir une stabilisation au niveau cortical. Par contre, l'apprentissage au niveau cortical, il n'est pas dans un genre où je peux faire un choix. Ce qui rentre est stabilisé de façon permanente dans le cortex au cours de la période critique. Et après la période critique, évidemment, eh bien, vous avez gardé l'information. Ça ne dépend plus, il n'y a plus de mort cellulaire. Enfin bon, on peut espérer qu'il n'y a plus de mort cellulaire. Donc, dans le cortex, ce qui entre au moment de la maturation du cortex reste pendant qu'on apprend, mais n'en ressort pas. Donc la plasticité est perdue, sauf si on invente un moyen pharmacologique de rouvrir cette période de plasticité, ce qui évidemment est un objet majeur d'étude de mon laboratoire aujourd'hui, en tout cas au niveau du cortex. Et je souhaite que ce soit aussi un objet d'étude au niveau de l'hippocampe, mais ça ne dépend pas uniquement de moi. Donc, si maintenant je passe à la fonction mnésique de l'hippocampe, on peut proposer, ça c'est pas très original, que le passage de l'hippocampe par l'hippocampe correspond à une stabilisation de cette trace mnésique qui normalement aurait été provisoire. Donc, et ça, si vous pensez en termes de vieillissement cérébral, on ne va pas être trop toujours pessimiste, mais bon, ça existe, quoi. Vous pouvez être frappé par le fait qu'on ne peut plus apprendre. C'est-à-dire, je ne sais plus où j'ai laissé mes clés. Vous savez, oui, je sais, je perds tout, comme dans la chanson de Nino Ferrer. Mais je ne sais plus où j'ai laissé ma voiture, je ne sais plus où j'ai rangé mes clés, etc. Mais on n'oublie pas les choses très anciennes. C'est-à-dire que, en tout cas, pas avant que la maladie dégénérescence n'ait atteint un stade où, au-delà de l'hippocampe, le cortex lui-même est touché, ce qui peut arriver par un phénomène qui est peut-être proche de celui dont je vous parlais la semaine dernière, et qui est une sorte de contagion protéique, une dérive de la plaque, où ça peut, voilà les fameux neurones qui sont un petit peu malades, qui ont des plaques au niveau de l'hippocampe. Donc, quand vous avez un début de maladie d'Alzheimer, en fait, c'est là que ça se passe. Bon, évidemment, on ne peut pas entièrement exclure la possibilité que vous avez des dégénérescences antérogrades, c'est-à-dire avec des envahissements du cortex. Et puis, évidemment, ça c'est pas bon, quoi. Voilà. C'est là-dessus que j'ai fini mon cours de la semaine dernière, comme vous vous rappelez, sur cette vision fortement optimiste de la chose. Alors, il n'y a pas que là que ça se passe comme ça. Ça peut aussi, cette hypothèse antérograde peut se passer évidemment de l'hippocampe au cortex, mais aussi du bulbe olfactif vers des régions qui sont des régions... parce que l'analyse d'odeur se fait aussi dans une région du cortex ici qu'on appelle le cortex piriforme. Et ce qui se passe au niveau du nez et au niveau des glomérules, je ne vois pas d'ici où je suis, mais bon, c'est par là. Vous avez ici un renouvellement des cellules des grains. Vous avez toujours un renouvellement des récepteurs olfactifs, parce que chaque fois que vous mouchez, vous perdez des milliers de neurones.
et sur l'hiver, c'est terrible pour les neurones. Donc, mais c'est aussi une voie d'entrée terrible pour les agents infectieux. Vous imaginez le nombre de plaques qui peuvent passer par là. Donc, le jour où vous perdez l'odorat, c'est pas bon. Voilà. Le premier signe, en fait, de pas mal de maladies, comme on dit, neurodégénératives, c'est la perte de l'odorat. Hein, bon. Bon, ce soir, vous pouvez voir si vous allez sentir le pinard bien ou tout comme ça. Donc c'est un parallélisme avec le système hippocampe-cortex qui est évident. Donc j'arrête cette digression qui est en fait une annonce un petit peu de la suite du cours, hein, et je vais revenir à nos petites affaires. Alors pour des raisons que j'aimerais bien un jour analyser, le jour où j'aurai le temps, cette histoire de neurogénèse adulte s'est endormie, pas mal, hein, avec seulement 2 articles importants, un en 1977, alors on est en 65 quand même, un en 1977 et l'autre en 1982. Donc ces articles qui sont intéressants parce que les travaux d'Altman et de ses collègues, donc en 1965, avaient été consacrés à des périodes relativement précoces de la vie adulte et avaient indiqué une baisse de la neurogénèse avec l'âge. Et malgré ça, ils avaient été extraordinairement contestés. Vous pouvez voir ici, vous ne pouvez pas le voir parce que je ne l'ai pas mis, ici, des études de radiographie précédentes avaient impliqué qu'on peut avoir de la neurogénèse postnatale chez les rats, les souris, jusqu'à peu près 20 jours après la naissance, dans le bulbe olfactif et dans le dentate gyrus de l'hippocampe. Par contraste, en revanche, d'autres études avaient suggéré que la neurogénèse dans ces régions continue jusque chez l'adulte. Mais ces derniers résultats n'ont pas été acceptés en général, probablement pour 2 raisons. Un, c'est que les cellules marquées sont des petites cellules des grains, petites, qui peuvent difficilement se distinguer des cellules gliales. Alors, vous savez maintenant ce qu'il faut penser de ça, parce que, en fait, les progéniteurs, ce sont justement des cellules gliales. Et puis l'autre, c'est ça. C'est que les coupes que faisaient les gens pour les étaient des coupes assez épaisses. Et vous voyez ce qui se passe, voilà, voici c'est un neurone là, sur une cellule, par exemple, gliale, ou au contact d'une cellule endothéliale, d'une cellule vasculaire. Si vous avez une incorporation dans la cellule vasculaire, quand vous regardez par-dessus avec votre coupe, vous pouvez impressionner votre film autoradiographique avec la radioactivité qui est là et penser qu'elle est dans le neurone, alors qu'en fait, elle est dans la glie. Donc ça, c'est un artefact assez fréquent, en fait, c'est aussi une chose qu'on voit souvent quand on envoie un papier reviewé. Les gens disent « Ah, oh là là, non, vous êtes sûr qu'il faut faire des coupes en Z et tout ?» Donc il y a moyen maintenant de vérifier ça, mais c'était aussi un obstacle technique qui n'était pas si facile à régler. Et il a été réglé par donc, cet article de Kaplan, parce qu'il a fait des coupes extrêmement fines. Vous allez voir, il a fait des coupes plus fines, autour de 10 microns. Et surtout, ce qu'il a fait qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il a fait des coupes en optique. Donc, il voyait les cellules marquées en optique. Et ensuite, il est allé au niveau de la microscopie électronique. Ce qui n'est pas si évident que ça. Je peux vous dire que nous, on a essayé de faire ça avec Mme Vuillet et collaborateurs il y a à peu près une vingtaine d'années, et que ce n'est pas des choses aussi simples que ça a l'air. Mais quand vous faites ça, vous pouvez ensuite aller regarder effectivement la cytologie du neurone marqué par microscopie électronique. Et là, vous pouvez voir que vous avez effectivement une cellule des grains, encore un plus fort grossissement. Vous pouvez voir même son axone qui passe. Et ici, si vous regardez là, ce qui se passe, vous avez agrandi ici, vous pouvez même voir des figures de synapses au niveau de cellules marquées. Donc là, la preuve était faite que chez cette bestiole, ici au niveau, je crois, du dentate gyrus, ici au niveau du bulbe olfactif, que dans ces 2 régions, vous avez effectivement des cellules adultes, ce sont des cellules qui s'étaient faites à l'âge adulte, je crois que c'est à 4 mois, voilà, oui, à 4 mois, qui à 4 mois ont incorporé de la thymidine et qui ont formé de nouveaux neurones qui font des synapses et qu'on peut voir à la fois dans le bulbe olfactif, dans le hippocampe et dans le bulbe olfactif. Donc ça, je pense que c'était une démonstration à peu près finale en 1977, que ce qu'avaient vu Altman et compagnie n'était pas un artefact lié au jeune âge ou lié à l'épaisseur des coupes.
Donc, l'article suivant, celui de Bayer, qui est lui de 1982, est un article qui est aussi très intéressant, mais qui est complètement différent dans son esprit, parce que ce qu'il a voulu voir, c'est si ces cellules qui étaient marquées, et surtout si le nombre total de cellules dans le dentate gyrus, dans l'hippocampe, augmentait avec le vieillissement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez qu'un jeune raton de 30 jours, vers 40 jours, ils sont sexuellement matures. Enfin, je crois. Il y a peut-être des gens qui savent ça mieux que moi. Moi, je ne connais pas grand-chose de la sexualité des rats. Mais en général, la sexualité des rats en particulier. Donc, à 45 jours, ils sont matures. Et vous voyez que quand même, à 365 jours, ce sont quand même des bons vieux rats adultes. Eh bien, vous continuez à augmenter votre nombre de neurones dans l'hippocampe. Donc ça, c'est plutôt la nouvelle réjouissante. Mais c'est aussi très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a probablement de nouveaux sites synaptiques et ça veut dire que ces cellules ne sont pas éliminées. C'est d'ailleurs très intéressant parce que dans les autres sites où il y a de la neurogénèse, et en particulier, il faut que je regarde si je me trompe ou pas, mais je ne crois pas, ils ont cherché dans le cervelet, là où il y a des neurones des grains qui prolifèrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont regardé aussi dans le bulbe olfactif, et là, il n'y a pas d'augmentation du nombre de neurones. Donc l'augmentation du nombre de neurones, elle est spécifique de cette structure qui s'appelle l'hippocampe, et comme vous le savez, ou vous le saurez dans un petit moment, une structure extraordinairement importante pour l'apprentissage, pour la mémoire et pour l'orientation spatiale. Donc ces résultats, je crois, de Bayer et compagnie en 1982, suggère que la neurogénèse dans l'hippocampe, la neurogénèse adulte, présente un caractère unique dans la mesure où elle correspond à un gain net en neurones. Donc il est raisonnable de penser, de ce fait, et c'est ce que proposent les auteurs, que cette addition de nouveaux neurones signifie que des sites synaptiques additionnels sont rendus disponibles tout au long de la vie, en tout cas au moins jusqu'à 1 an chez le rat. Alors c'est la fonction physiologique du phénomène reste en 1982 extrêmement controversée. Et à vrai dire, elle l'est encore aujourd'hui extrêmement controversée, cette fonction physiologique. L'idée est celle d'un apprentissage provisoire, mémoire à court terme, essentiellement de la mémoire spatiale, et une adaptation, ainsi qu'une adaptation continue à l'environnement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut s'adapter de façon continue. Je parle ici de l'hippocampe. Et ce renouvellement est décisif parce que ce qui a été fait à l'époque, je ne sais pas donner les données, c'est que si on fait une irradiation au rayon X de l'hippocampe, c'est-à-dire qu'on bousille l'hippocampe en irradiant l'hippocampe, qu'on empêche les proliférations, eh bien on ne bousille pas l'hippocampe, on empêche la prolifération. L'hippocampe est toujours là. Mais on a des déficits qui sont extrêmement proches de ceux qu'on a quand on coupe l'hippocampe carrément, quand on retire l'hippocampe. Donc cette prolifération chez l'adulte est vraiment importante pour la fonction qui est la fonction de cette structure cérébrale. Il reste que, comme vous le remarquez, ça fait très très peu d'articles. C'est quand même un faux souhait. C'est donc 20 ans. En 20 ans, ça fait extraordinairement peu d'articles pour un sujet qui est quand même fondamental. C'est un sujet très important pour comprendre la physiologie cérébrale. Pas uniquement pour comprendre les réparations, mais aussi la physiologie. Et en fait, le coup d'accélérateur n'a démarré qu'en 1983, avec des travaux, vous allez voir, tous les travaux de l'équipe de Fernando Nottebohm sur le centre du champ chez les canaris. Donc, on va passer aux oiseaux. Vous allez voir que c'est en s'intéressant aux oiseaux que les choses ont pris vraiment une tournure extraordinairement importante. Et on doit tout ça à Fernando Nottebohm, et à ses élèves après, comme Arturo Alvarez Buya, etc., dont j'imagine que vous connaissez. Mais dans son premier article en 1983, Fernando Nottebohm, qui est toujours vivant, qui travaille toujours à l'Institut Rockefeller à New York, a démontré la production, la migration, la différenciation de neurones dans les noyaux de contrôle du champ chez le canari femelle adulte. Donc, voyez-les doucement. Voilà ici un cerveau d'oiseau,
Et voici, je vais juste me concentrer sur 2 régions. Donc le HVC, c'est le High Vocal Center, qui est le noyau du chant chez les oiseaux, qui a 2 projections. Une sur ça qui s'appelle, c'est un nom très difficile pour moi, je vous le dirai plus tard quand j'aurai trouvé sur mon papier, hein, mais sur le noyau, le Robustus archistriatalis, donc RA, et sur la RAX, c'est quand même beaucoup plus facile à retenir. Et donc ces 2 projections sont très importantes dans la construction du chant. Cette voie-là est importante pour l'apprentissage du chant, c'est-à-dire sur le plan sensoriel, mais ça, c'est un rôle extraordinairement important, la projection sur le noyau RA, dans la maturation du contrôle moteur du chant. Hein, parce que vous savez, parler comme chanter, ce n'est pas uniquement sémantique, c'est aussi avoir un contrôle fin des mouvements du syrinx chez les oiseaux et du larynx chez les mammifères. Donc toute cette question du contrôle, vous voyez, ça a l'air de rien de faire un cours, mais en fait sur le plan de la finesse des mouvements musculaires, alors là je ne vais pas vous refaire un cours sur FOXP2, on en a parlé l'année dernière, mais toute cette finesse du mouvement musculaire est extraordinairement importante pour ce qui est de la parole. Et pour le chant des oiseaux, cette maturation des systèmes moteurs est extrêmement est fondamentale. Et évidemment, il y a 2 types d'oiseaux. Il y a les oiseaux qui apprennent de façon stéréotypée et quand ils ont appris, c'est terminé. Il y a des oiseaux qu'on appelle les open-ended singers, c'est-à-dire des oiseaux qui peuvent continuer à rajouter des syllabes tout au long de leur existence. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à apprendre, à enrichir leur chant au-delà de 140 jours. Et chez le canari, pourquoi je raconte ça tout de suite, mais enfin, bon, c'est pas grave. Chez le canari, cet apprentissage se produit entre le 30e jour de la vie postnatale et le 240e jour de la vie postnatale, cet apprentissage moteur. Donc, mais ce n'est pas du tout ça qui avait intéressé au départ Nottebohm. Lui, il pensait que si on mettait de la testostérone dans une femelle, elle allait chanter comme un mâle. Ben, c'est le cas, effectivement. Donc, il a traité ces femelles à la testostérone et elles sont devenues mâles du point de vue du chant, en tout cas. Pour le reste, je ne sais pas. Mais il se disait, bon, il doit y avoir des trucs différents. Donc, il a regardé un tout petit peu ce qui se passait au niveau des neurones. Et il a vu que le noyau High Vocal Center avait augmenté de volume, énormément. Hein. Mais en fait, il avait augmenté de volume. Donc, il avait traité des femelles à la testostérone et d'autres au cholestérol, comme ça, pour avoir un contrôle. Hein. Et il avait regardé que dans les deux cas, chez le contrôle comme chez le nombre de cellules marquées, un grand nombre de cellules marquées apparaissaient dans les High Vocal Centers. Et ces cellules marquées qui apparaissaient dans les High Vocal Centers sont, d'après des critères évidemment morphologiques et histologiques, on est quand même en 1983, des neurones. Hein. La population la plus importante, c'est des neurones. Et puis, il y a des neurones, des astrocytes et des oligodendrocytes, qui sont les cellules qui font la myéline, aussi des cellules endothéliales vasculaires. En fait, tout le monde est là, et tout le monde prolifère allègrement, mais comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que vous avez, pour 100 neurones, regardez le nombre de cellules marquées, avec la testostérone, vous avez 2,36 neurones marqués, c'est-à-dire que vous avez quand même 2% de marquage. Avec la testostérone, c'est 2,89, donc il n'y a pas de différence avec et sans testostérone, mais par contre, vous avez une grande augmentation des cellules de l'endothélium vasculaire et des glies. Donc, ça, c'était assez intéressant. Sur la base donc, du nombre de neurones marqués, ça c'est 37 jours après une injection de 2 jours de thymidine. Donc, ce qu'il a pu calculer, c'est qu'il y avait environ une production de 0,9 à 2% de neurones par jour. Donc, comme je vous l'ai dit, le traitement à la testostérone a en fait peu d'effet sur les neurones, mais un gros effet sur les cellules gliales et endothéliales. Donc, l'augmentation du volume de la structure qu'on avait observé est essentiellement liée à des éléments non neuronaux. Alors, évidemment, là encore, il faut rester très prudent pour 2 raisons. La première, c'est que les résultats seront modulés dans des travaux ultérieurs. J'y reviendrai. Et la deuxième, non sans rapport avec la première, est que les cellules souches qui donnent naissance aux neurones sont en fait des astrocytes. Hein. Donc, ça, je me rappelle très bien, j'étais à un congrès avec Nottebohm, et le jour où il est rentré dans la salle, il venait de la plage. Alors, il est juste venu pour sa conférence, il était sur la plage, il est rentré, et puis il a dit tous ces nouveaux neurones, ça vient des astrocytes. Puis il est reparti, et
il n'était pas du tout populaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était venu juste entre deux bains de mer ou si parce qu'il avait dit que les neurones venaient d'astrocytes. Je crois que c'est plutôt pour la deuxième raison, parce que tout le monde allait au bain de mer de toute façon. Donc, de ces expériences, il a conclu que chez le canari, de nouveaux neurones viennent de cellules ventriculaires. Vous voyez ici, là le ventricule est collapsé, hein, mais c'est le ventricule, et les cellules viennent du ventricule, et elles prolifèrent, et elles migrent dans le parenchyme. Vous voyez ici les cellules qui ont migré dans le parenchyme, où elles se différencient en neurones. Voilà. Cette neurogénèse n'est pas sous le contrôle de la testostérone, contrairement à la prolifération des cellules gliales qui pourraient donner des neurones quand même. Donc sa conclusion est un tout petit peu aléatoire pour l'instant. Donc en 1985, la même équipe poursuit son étude dans un article de Patton et collègues. Et ce qu'ils font, c'est que ce qu'ils démontrent, c'est que ces nouveaux neurones sont des interneurones. Ils se trompent, hein. Mais c'est intéressant quand même. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est, voilà, j'ai ici des cellules qui projettent sur le noyau robustus, archis, striatalis, peut-être, RA, et sur le neurone, sur ARX, je les ai mis ensemble. Vous pouvez mettre de la peroxydase du réfort au niveau des terminaisons qui est capturée, qui remonte, et donc vous pouvez marquer les cellules qui projettent dans une région ou dans une autre. Donc vous pouvez les voir. Quand c'est rouge, c'est que c'est des neurones qui projetaient. Et puis vous pouvez balancer de la thymidine et regarder quelles sont les cellules qui prolifèrent. Donc, et comme ça, vous pouvez savoir si les cellules qui projettent prolifèrent ou si elles ne prolifèrent pas. Et ce qu'ils avaient vu, c'est que toutes les cellules qui étaient marquées étaient des cellules qui ne projetaient pas. Il n'y avait jamais de HRP dans les cellules qui avaient incorporé la thymidine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules qui proliféraient, c'était des interneurones. Donc, il était content parce que pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Vous voyez ici, ça c'est le nombre de neurones marqués, hein, en peroxydase et en thymidine. Et là, ceux qui ont le double marquage, il y en a très très peu, 0, 0, 1, donc en fait, quasiment jamais. Donc il s'est trompé soit pour deux raisons. La première, c'est que la peroxydase n'était pas assez sensible comme marqueur. La deuxième, c'est qu'il était persuadé que c'était interneurone parce qu'il était acquis que c'était les interneurones qui proliféraient depuis Altman. Donc on ne peut pas entièrement exclure qu'il était un peu influencé par l'idée préconçue qu'il avait dans cette affaire. Donc voilà, donc là, je pense que c'est un article qui probablement n'a pas beaucoup de valeur, mais qui est quand même intéressant sur le plan des technologies, comme vous allez le voir. Et puis bon, c'est quand même des gens qui ne sont pas rien. Donc cette conclusion a été mise à mal par cette même équipe, hein, dans un article qu'il a publié en 1988, là on se rapproche des périodes contemporaines, dans le PNAS, et qui montre qu'on peut se tromper. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. Alors la différence, comme je dis, elle peut venir que là, il utilise maintenant un autre type de marquage avec ce qu'on appelle du fluorogold, qui est plus sensible, on voit mieux les marqueurs rétrogrades. Et peut-être, comme j'ai dit, peut-être inconsciemment, parce qu'il avait ce préjugé altmanien que les cellules qui prolifèrent doivent être des interneurones. Je ne sais pas. Mais c'était encore du temps où on avait le droit à l'erreur. Et puis, ça va avec, on avait le droit de prendre des risques sans être soupçonné de fraude et mis sous surveillance par la brigade des mœurs. Donc, la science était encore assez joyeuse, pas puritaine, ni fer de lance de l'industrie, ce qui fait qu'au fond, tout le monde s'en fichait un tout petit peu. Il s'est trompé, quoi. Ça arrive à tout le monde. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Donc, cet article ici montre qu'effectivement, il y a de l'incorporation, vous allez voir. Donc, avant, je vais quand même remettre les choses un tout petit peu en perspective un peu éthologique. Hein. Je l'ai dit, les canaris développent leur chant par imitation, hein, du chant des autres canaris. Ils entendent les canaris et bon, voilà. Donc, le high vocal center dans le cerveau antérieur de la bestiole joue donc un rôle dans cet apprentissage. Hein. Et comme je l'ai dit, il apparaît à 30 jours après la naissance et n'atteint sa taille normale que vers 210 jours, en gros, quoi. Et le développement du chant est très lent chez le canari, puisqu'il est initié vers le 40e jour à la naissance, il commence à faire des petits balbutiements, hein, bubbling, comme ça, là, je ne connais pas le chant du canari, mais il se stabilise vers P240, donc, comme je vous l'ai dit. Et comme je vous l'ai dit, c'est les systèmes moteurs qui est important dans cette affaire.
Alors donc on peut incorporer de la thymidine, injecter de la thymidine avant ou après la naissance. Et vous voyez ici ce qui se passe si j'injecte de la thymidine avant la naissance et après la naissance. Et là, je regarde les neurones qui projettent vers la RAX. Et vous voyez que tous les neurones qui projettent vers la RX sont générés quasiment avant la naissance. Très très peu après la naissance. Hein. Donc et si je regarde quelque chose comme très longtemps après, vers P240, hein, je vois que j'ai toujours que tous mes neurones marqués, quasiment, sont des neurones qui ont été marqués avant la naissance. Par contre, si je prends le noyau RA, hein, qui est donc le système moteur, vous voyez que j'ai très très peu d'incorporation avant la naissance, environ 1 ou 2% de mes neurones sont faits avant la naissance, et que mon incorporation se fait progressivement au cours de la maturation du champ. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à P120, il y a un truc là, bon. Et de nouveau, si je regarde tardivement, je vois que mes neurones qui projettent sont des neurones qui ont été marqués ici, pour une partie 1% avant la naissance, et que progressivement, j'ajoute des neurones, 1% environ, je ne sais pas combien, je n'ai pas le rythme, mais vous voyez qu'il y a du marquage postnatal. Donc, l'essentiel de mes neurones qui sont importants pour la stabilisation du système moteur du champ, eh bien, sont générés de façon postnatale chez le canari. Voilà. Alors, combien de pourcentage? J'ai dû écrire ça quelque part, en fait, les chiffres ne sont pas absolument importants. Mais... Et pendant cette période, par contre, ce qui est important, c'est que pendant cette période, la taille du noyau augmente d'un facteur 8 hein, entre P30 et P240. Et ça plaide vraiment pour une addition du nombre de neurones, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir du renouvellement neuronal. Hein. Donc, mais essentiellement, ce qu'on pense, c'est que les neurones naissent et s'incorporent dans le noyau de type HVC. Donc, la projection HVC-RA se fait de façon tardive et elle a un rôle dans les étapes tardives de la maturation du contrôle moteur du champ. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de P240, le canari peut modifier son champ, hein, ce qui n'est pas le cas du pinson, par exemple, chez qui le champ est quelque chose de fixe et après c'est terminé. Voilà. Donc, le canari est appelé age-limited learner, en opposition à open-ended learner. Donc, la question, évidemment, se pose, et nous l'avons posée déjà plusieurs fois, du rapport entre la mort des cellules, hein, rappelez-vous, les cellules meurent, et leur renouvellement par incorporation d'une nouvelle cellule souche. Et donc, il est important de savoir si les cellules qui meurent envoient un signal qui attire de nouvelles cellules, et si ce signal est spécifique. Hein. Donc, c'est une question qu'on a discutée déjà l'année dernière, qu'on rediscutera cette année au propos de la neurogénèse dans le cortex, ou de la moelle épinière après lésion. Et là, ce que je vous donne, c'est un article qui a été publié en l'an 2000 maintenant par Scharf, mais aussi dans le laboratoire de Nottebohm, hein, qui est probablement le type qui a le plus fait dans ce domaine, qui a ressuscité la neurogénèse adulte, hein, d'une certaine façon. Donc, qui aborde cette question. Alors, comme je vous l'ai dit, la plupart des neurones HVC donc, sont générés chez l'adulte, ceux qui projettent vers le RA. C'est une projection de 2 à 3 mm, hein, c'est pas négligeable chez un oiseau. Jamais sur la voie X. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à l'aide de 2 marqueurs. Hein. On peut injecter un marqueur rouge dans le RA et un marqueur vert dans la RAX et voir les neurones. Ça, c'est les neurones qui viennent des 2 régions au niveau du High Vocal Center, du centre du champ. Et il se trouve que ces neurones qui projettent vers l'aire X et qui sont générés avant la naissance, ils continuent à pousser jusqu'à P40, P50. Donc l'idée, c'est, si je les tue dans cette période-là, est-ce que maintenant je vais pouvoir avoir de la neurogénèse? Si je les tue spécifiquement cela, est-ce que mes nouvelles cellules souches qui vont se développer, elles vont donner des cellules qui vont donner ces neurones-là, même si ces neurones-là, normalement, plus tard, ne prolifèrent pas. Donc ça, c'est relativement facile de faire ça avec des techniques un peu plus contemporaines. Là, c'est montré pour la RAX, mais ils ont fait la même chose pour le RA. Vous injectez une sonde qui va remonter vers le noyau, et là, vous donnez un petit coup de laser et vous tuez toutes les cellules qui ont le colorant. D'accord ? Zoom.
Et donc, si vous avez injecté ici, vous allez tuer à P40, vous allez tuer toutes les cellules qui projettent sur le RX, mais vous n'allez pas toucher les cellules qui projettent sur le RA, et vice-versa. Donc, maintenant, la question, c'est si je tue des cellules qui projettent vers le RX, est-ce que je vais faire de nouvelles cellules qui projettent vers le RX? Est-ce que mes progéniteurs qui sont là, ils vont sentir que c'est des cellules RX qui sont mortes? Et c'est ça qu'il faut faire. C'est une question importante, parce que quand on va parler de notre cortex ou notre moelle épinière, il ne s'agit pas de faire des interneurones, qu'on veut faire des neurones pyramidaux, hein, vous comprenez bien. Donc, la technique, c'est celle-là. J'enregistre le son, j'injecte le produit, j'enregistre de nouveau le son pour être sûr que mon injection n'a pas changé le champ de mon animal. Hein. Ensuite, je donne un bon coup de laser dans la bestiole et je bousille tous les neurones qui ont incorporé le colorant. J'enregistre le son pour voir quel effet ça a eu sur le champ de mon canari. J'attends 10 semaines. J'injecte du fluorogold pour voir si les neurones ont repoussé avec de la thymidine, pour voir si les nouveaux neurones ont repoussé là où il fallait, et je regarde le son de nouveau. Donc, non, je perfuse et je fais ma manip. Donc, c'est un protocole relativement simple et qui donne des résultats simples aussi et tout à fait clairs. Hein. En fait, mes nouveaux neurones ne seront jamais des neurones de type RAX. C'est-à-dire que même si je tue au moment où ces neurones RAX sont encore capables de pousser, de projeter, eh bien, je vais faire des interneurones et des neurones RA, mais je ne vais jamais faire des neurones RX. C'est-à-dire qu'en fait, mes cellules souches ne sont pas capables. Alors, ça veut dire que quand la cellule est morte, elle n'a pas relâché un truc qui dit, ou une niche, ou un machin qui dit, il faut que je fasse ces neurones-là qu'il faut remplacer. Je ne peux pas. Mes cellules souches qui sont dans mon HVC sont incapables de faire autre chose que des interneurones ou des neurones de type neurone RA, mais jamais des neurones de type RX. Hein. Donc pourquoi évidemment, ce serait intéressant de savoir pourquoi, mais c'est le cas. Et le chant, alors hein, ben voilà un chant, là ça c'est un pattern de chant. Vous voyez, c'est répété tout, un truc comme ça, quoi. Hein. Donc maintenant, je bousille les noyaux RA. Je les bousille et vous voyez que mon chant est tout à fait malade. J'attends 9 semaines, ça repousse et j'ai récupéré mon pattern de chant. Donc, je peux bousiller les neurones RA, je perds le chant, contrôle moteur du chant, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus de trucs qui contrôlent le mouvement du syrinx de mon oiseau. Donc, l'oiseau, il ne peut plus chanter, quoi. Mais ça repousse et ça redémarre, je rechante de nouveau. Mais si je fais ça dans la RAX, eh bien, il s'en fiche complètement. Il continue à chanter. Il a appris, il sait, quoi. Il s'en fiche. Il a le système moteur pour le faire. Il est content, il chante. Donc, vous voyez la différence entre les deux structures. Et ce qu'on regarde quand on bousille la RAX, en fait, ce qu'on récupère, c'est des interneurones et des neurones qui projettent vers le RA. Donc, bon, c'est comme ça, quoi. Alors, il n'y a pas que le chant dans la vie. Il y a le chant, mais il n'y a pas que le chant dans la vie. Il y a aussi la nourriture. C'est aussi important que le chant. Pas si on est cigale ou si on est fourmi, mais en l'occurrence, on a la neurogénèse adulte chez les oiseaux aussi se fait dans l'hippocampe. Alors là, je vous ai pris un article du passereau à cape noire, hein, qui est une espèce de moineau. C'est aussi un article de Nottebohm, hein, 94, où on voit qu'il y a une augmentation du nombre de neurones au cours de la vie adulte, peut correspondre... ouais. Enfin, il y a un remplacement, si vous voulez, de cellules. J'y reviendrai plus tard sur ces mammifères, parce que là, je n'ai pas le temps, il est presque 6 heures. Mais, donc, cet aspect renouvellement de cellules, hein, chez l'oiseau, dans l'hippocampe, bon, il y en a qui s'accumulent, et puis il y a des cellules qui peuvent tourner comme ça. Et les cellules qu'on peut perdre et gagner, ça peut être très important chez les oiseaux, parce que les oiseaux volent, comme vous savez. Et donc, quand on vole, on a intérêt à être léger. Donc, ça ne sert à rien d'avoir du cerveau qui ne sert à rien. D'accord ? Donc, bah oui. Donc, au moment de, il y a des climats hein, dans nos contrées.
Et les passereaux, justement, ont un régime qui change au début de l'automne. C'est-à-dire qu'ils ne mangent plus des insectes, ils mangent des graines. Et à cette période où on mange des graines quand on est un passereau, il y a aussi un changement de comportement où on cesse de défendre son territoire sexuel, on ne se reproduit plus, et donc on devient un tout petit peu plus collectif. Et il y a des hordes d'oiseaux, si vous voulez, qui occupent des surfaces d'environ 10 hectares. Et puis c'est une période, comme vous le savez, où les feuilles tombent, il peut même qu'il y ait de la neige. Donc le paysage change, les habitudes sexuelles changent, les habitudes alimentaires changent chez le passereau. Bon, peut-être pas que chez le passereau, mais en tout cas chez le passereau. Et c'est une période où les passereaux commencent à cacher des graines, c'est-à-dire qu'ils font des réserves. Et donc ils cachent des graines qu'ils trouvent et qu'ils dispersent sur leur territoire. Donc il faut qu'ils se souviennent de là où ils ont mis les graines. Parce qu'avant, il y a plein de bouffe partout, et hop, mais quand il n'y en a plus, on fait des caches, et on va les retrouver. À ce moment-là, il faut que l'hippocampe se développe. Et donc, à ce moment-là, il y a une multiplication des cellules dans l'hippocampe, qui est l'organe qui permet évidemment de retrouver la mémoire spatiale. Donc, ils en ont conclu. Alors là, c'est l'hippocampe de l'oiseau. Il y a une neurogénèse chez l'oiseau ici. Vous pouvez voir les trucs en. Bon, ça, c'est les neurones qui sont marqués. Et si on regarde la neurogénèse chez le passereau, vous voyez qu'elle est beaucoup plus forte quand on arrive au moment de l'automne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. Tout le monde cache sa bouffe et tout le monde va la rechercher. Donc, vous voyez ici, et ça dure quelques jours quand même, donc quelques semaines. C'est-à-dire que ces neurones qui sont générés à l'automne, à partir du mois d'août, en fait, ça commence là, août, septembre, octobre, eh bien, ont une durée de vie de plusieurs semaines. Et puis, il y en a beaucoup moins qui sont générés en mars, beaucoup moins en mai, et ça disparaît beaucoup plus vite. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que chez ces animaux, eh bien, le complexe hippocampique est nécessaire de façon saisonnière pour aller retrouver la nourriture. Et puis, quand on n'a plus besoin d'aller chercher la nourriture, parce qu'il y en a partout, on se débarrasse de ce morceau de cerveau qui nous alourdit et qui finalement ne sert plus à grand-chose. Alors, je passerai la semaine prochaine sur d'autres affaires, mais en fait, il y a énormément d'études, y compris très récentes, qui sont liées à l'analyse de la dureté de l'environnement dans la neurogénèse au niveau de l'hippocampe chez les oiseaux. Tough times call for bigger brains. C'est aussi le cas, comme je disais l'autre jour dans la discussion à un de vos collègues, des chauffeurs de taxi londoniens qui ont un très gros hippocampe parce qu'il faut qu'ils retrouvent les... oui, c'était fait, ils ont un gros hippocampe parce qu'ils doivent avoir un sens de l'orientation spatiale énorme à cause de la complexité de la géographie de Londres. Je ne parle pas des taxis parisiens parce que de toute façon il y en a très peu, donc ce n'est pas un gros problème. Voilà, je vous remercie.